Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Janvier 2011, dégage Ben Ali scande la foule et avec toi le chômage, la pauvreté, le manque de perspective. Que devient cette Tunisie depuis l'immolation par le feu du 17 décembre 2010 de ce jeune de 26 ans, Mohamed Bouazizi, à Sidi Bouzid? Où en est la Tunisie depuis ce printemps arabe dont elle fut l'épicentre? Les choses ont-elles changé? Corruption persistante, justice transitionnelle à la peine, transformation institutionnelle et administrative, chômage endémique. Aujourd'hui, de nombreux Tunisiens à travers tout le pays disent qu'une révolution s'est faite pour rien. Et au fond de cela, pour une nouvelle constitution que la jeunesse de Sidi Bouzid et Kasserine était allée défier les snipers de la dictature, leurs revendications sont simples aujourd'hui, travail et dignité. Nos invités reviennent d'ailleurs tout juste de cette Tunisie où ils ont participé à une journée d'études sur l'interculturalité ainsi que présenté un documentaire VNU sur les hébergeurs belges de migrants qu'avait produit le Centre d'Action Laïque et que Pierre Sconbrood, qui est notre invité aujourd'hui aussi, avait réalisé. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Donc Pierre, vous êtes journaliste et vidéaste ici au Centre d'Action Laïque. Vous avez à vos côtés Nathalie Caprioli. Bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde. Vous êtes journaliste, responsable de rédaction d'IMAG, le magazine de l'interculturel édité par le Centre bruxellois d'action interculturelle. Et aussi Diego Dumont est avec nous. Bonsoir Diego. Bonsoir. Vous avez créé, voici 4 ans, l'association de soutien aux migrants SB Terre d'accueil. Nathalie, Pierre, Diego, 10 ans après... J'ai envie de vous poser d'abord, pour remettre les bases, j'ai envie de vous poser cette question. 10 ans après, est-ce que la Tunisie est dans une impasse? Comment vont les Tunisiens que vous avez rencontrés? Nathalie, on commence, honneur aux femmes. Ce qu'on a pu observer en quelques jours sur place à Tunis nous laisse dire que c'est vraiment la déglingue. Il se trouve qu'on est arrivé en pleine grève des éboueurs qui allait annoncer quelques jours après la grève de la Poste et puis le 2 avril, je pense que c'est les journalistes du service public qui eux-mêmes partiront en grève. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et ce qu'on observait a été confirmé par les personnes que j'ai pu interviewé, notamment un groupe de femmes qui se sont impliquées dans la politique juste après le printemps arabe, donc 2011, comme vous disiez. On l'appelle parfois le printemps du jasmin, mais ils détestent cette expression qui vient de la France. C'est vraiment une révolution tunisienne qui en appelle à la dignité et à l'équité socio-économique. C'est vraiment le nœud du problème qui n'arrive pas à trancher là-bas en Tunisie. Mais printemps jasmin, c'est un peu trop édulcoré. Non, c'est une métaphore qui est en lien avec Tunisie, pays du jasmin, et qui est un clin d'œil au tourisme, mais ça n'a rien à voir. Donc ça les vexe, et je m'en suis encore rendu compte ces jours-ci. C'est bien d'une révolution qu'il était question il y a 11 ans. Et donc maintenant, ils sont... je dirais pas qu'ils sont découragés parce que, à nouveau, je peux pas parler au nom de tous les Tunisiens, mais ceux qu'on a rencontrés, ils ont la niaque. Ils savent qu'il y a des problèmes, mais ils savent que les Tunisiens méritent mieux. Donc ils ne se disent pas cette révolution pour rien, non. Bon, ils veulent peut-être un petit peu à retardement aussi, mais en refaire quelque chose. En tout cas, ils ne sont pas dans le déni des problèmes. Le Parlement a été suspendu l'été passé et maintenant vient d'être dissous par le président. C'est chaud, quoi. Et pourtant... tout le monde n'a pas envie de partir. Beaucoup de jeunes ont envie de partir, ont envie de quitter et incriminent le gouvernement, les politiques, mais tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Et il y en a qui se battent. Ils se battent et ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont des convictions énormes. Diego, le même sentiment? Ces jeunes qui ont envie de se battre, c'est ceux-là que vous avez rencontrés également? Alors moi je rejoins Nathalie, il y a aussi, moi ce qui m'a étonné, c'est la nostalgie par rapport au bon temps de Bourguiba. Moi, j'ai connu la Tunisie au moment de Bourguiba. C'était pas à attendre. Et moi, je suis vraiment étonné du nombre de choses qui restent de Bourguiba et la nostalgie qu'il y a de cette période-là, qui était en fait une belle période pour eux. Je suis vraiment étonné qu'il y ait ça. Je trouve qu'on a facile à dire, nous, mais eux, ils payent cher leur liberté d'expression, en tout cas pour l'instant. C'est vraiment l'impression que j'ai. Voilà. Et c'est vrai que dans les jeunes qu'on a rencontrés aussi, moi j'étais étonné, il n'y a pas un seul chauffeur de taxi, papa ou quoi, qui n'a pas un enfant qui est passé.
Qui est passé, vous voulez dire, qui a tenté en tout cas de venir en Europe. Qui a tenté et qui a réussi. Et ils en ont une certaine fierté. Tous les chauffeurs de taxi un peu plus âgés, d'une 50aine d'années, qui me ressemblent un peu, ont des enfants en France, ont des enfants en Allemagne, ont des enfants qu'ils n'ont plus vus depuis 5, 10, 15 ans. Ils sont fiers de cette nouvelle vie, de cette vie meilleure en tout cas. Oui, mais la plupart, c'était encore des sans-papiers en Europe. Et donc, entre le discours que les enfants donnent à leurs parents en disant oui, tout va bien, et ce que nous, on peut voir ici en Belgique que vous avez aidé, vous, en SB, depuis toutes ces années. On sait bien qu'il y a un gouffre entre l'image qu'ils peuvent donner et la réalité. Et donc, oui, moi, je rejoins le côté Nathalie. Je n'ai pas rencontré de gens qu'avec Lagnac, à part les petits jeunes qu'on a rencontrés, mais j'en reparlerai après. Mais je trouve qu'il y a quand même... une grande difficulté, un peu désabusée, on va dans le mur. Pierre Sconbrod, votre sentiment à vous, après avoir côtoyé pendant dizaines de jours Tunisiens, Tunisiennes, jeunes et moins jeunes? Il y a clairement de la force et de l'envie et de la détermination. Ça, c'est sûr, je rejoins Nathalie. Mais moi, j'ai senti aussi beaucoup de tristesse, vraiment. Et je trouve que j'ai eu la chance d'avoir un très bon baromètre, en fait, puisque Slim, on l'avait rencontré, dont vous allez entendre un extrait d'interview là tout de suite. Oui, je précise pour nos auditeurs, j'ai demandé à chacun des invités de me présenter, de me narrer l'histoire de 2 rencontres, de 2 personnages rencontrés sur place. Et à travers eux, on va un petit peu prendre le pouls de cette nouvelle Tunisie. Mais voilà, et le premier d'entre eux, c'est Slim. Je l'avais rencontré il y a 10 ans. Il était venu ici au Centre d'Action Laïque, puisque dans le cadre d'un échange entre journalistes belges et tunisiens, juste après la Révolution, on était au mois d'avril. La Révolution, c'était décembre-janvier. Lui arrive en Belgique au mois d'avril, avec beaucoup d'autres. On a échangé plus particulièrement à 2. On a travaillé ensemble aussi des reportages. Il y avait à l'époque un vrai sentiment de légèreté, de liberté retrouvée. La société civile était vraiment en ébullition la plus folle. Et Slim faisait partie de cette société civile. À ses côtés, d'ailleurs, il y avait des journalistes, on va dire, de l'intelligentsia qui n'avaient pas du tout la même mentalité que lui. C'était vraiment très comique de voir la différence, justement. Et puis, je l'ai rencontré 10 ans plus tard. C'était dur, Diego assistait à cette interview, il s'est effondré devant notre caméra, donc c'est dire que quand même il y a de la tristesse parce que c'est quand même beaucoup d'espoir déçu. Et je crois que faire avec cette déception, c'est compliqué pour beaucoup de Tunisiens, même si, je tiens vraiment à le dire, c'est vrai, ça n'entame pas non plus leur détermination. On l'écoute ? Ouais. Mais il y a tellement d'endettement en Tunisie que les gens vivent avec les endettements bancaires, avec les endettements familiales. Ils n'arrivent même pas à changer leur vie. Maintenant, on n'a plus le rêve d'avoir une voiture, le rêve d'avoir une maison, ou faire étudier les enfants dans une belle école. On a le rêve de manger bien. Et ça, c'est dommage. Ce n'est pas seulement dû au changement de M. le Président Kais Saïed, mais c'est un changement de longue date. Parce qu'après la Révolution, personne ne pensait que ce citoyen est le moteur économique, qu'il faut libérer l'économie tunisienne, il faut libérer l'initiative tunisienne pour créer de la richesse. On attendait toujours un changement qui vient de haut et maintenant le changement n'est pas venu. Donc c'est la crise, on est dos au mur. Donc moi je garde espoir parce que, pour plusieurs raisons. Parce que peut-être aussi je garde espoir parce que je suis obligé de garder espoir. Un mot Nathalie, Pierre, pour conclure cette première rencontre avec Slim. Je crois que le mot de la fin de son interview, en tout cas, veut tout dire. Ils n'ont pas le choix, en fait. Mais c'est vraiment une situation très compliquée, vraiment. Alors, on vient de l'entendre, le mot espoir. Nathalie, vous aviez vous aussi envie de témoigner d'une rencontre qui était sous l'auspice de l'espoir, on va dire, pour trouver des solutions. C'était Hajer Chaba. Oui, Hajer Chaba fait partie d'un groupe de femmes que j'ai rencontrées. 4 femmes super enthousiastes. Elles se sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans la politique. 3, en tout cas, ont commencé dans la rue en manifestant en 2011. Et puis, pour revenir à Hajer, elle a créé son propre mouvement. Elle n'a pas voulu entrer dans un parti politique qui existait déjà. Elle a créé son propre mouvement. Elle s'est mise en tête de liste. Évidemment, elle n'a pas été élue, mais elle est entrée dans la dynamique de la politique comme une bleue.
Et elle a découvert ce monde, cet univers qui est réservé vraiment aux hommes. Parce qu'il faut dire qu'en Tunisie, les femmes ont vraiment un passé de militantes. Elles parlent d'elles-mêmes comme les dynamos de la famille, de la société et de la politique, mais elles restent toujours dans l'ombre. Et depuis 10 ans, elles ont décidé que ça suffisait. Je me rappelle, elle a dit dans son interview « Mais ils font quoi ces gars ?» en interpellant les politiciens. Elle les accuse de jouer dans un théâtre. Et or, les Tunisiens méritent mieux que ce théâtre au scénario mal écrit, mal goupillé. Et elle est assez remarquable. C'est une jeune ingénieure agronome de 37 ans qui est aussi un petit peu comme un couteau suisse. Elle est animatrice d'une radio. Elle a lancé un programme agricole et elle fait tout. L'objectif, c'est de communiquer les solutions pour rendre espoir à tous ces jeunes qui ne veulent pas se lancer dans le secteur qui est très peu attractif, le secteur de l'agriculture. La moyenne d'âge des agriculteurs en Tunisie, c'est de 60 ans. Ça nous renvoie quelque chose par rapport à ce qu'on vit ici en Belgique aussi. Donc elle veut lancer des ondes positives. On écoute Hajer Chaba à votre micro, Nathalie. On va y arriver, on va changer notre Tunisie, on a tout. Oui. Les décideurs, nous, tout le monde, on est vraiment heureux. Mais tu as oublié le lobbying, c'est ça? Oui, après c'est la déception. Nava. Des compromis. Et alors comment on reste motivé malgré les reste motivé, donc on n'a pas le choix. Il faut avancer, il faut se mettre. On baisse les bras, c'est foutu. Oui. Non, c'est pas de notre caractère de baisser les mains. Oui, c'est personnel. Pour moi, par moment, tellement on est frustré, on est déçu, on risque, après on dit là, arrête. On a fait tout ce chemin pour tout laisser tomber. Oui. Non, il faut toujours aller en avant. Oui. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on se relève, on essaie d'avancer et d'être là. Et pour moi, personnellement, j'avais l'opportunité d'y aller au Canada. Beaucoup de mes collègues, ils ont immigré pour le Canada et j'avais même le contrat pour y aller avec un salaire waouh et tout. Donc oui. Oui. Donc j'ai dit non. Puisque je suis la grande fille dans la maison, j'ai dit non, je vais rester. Mais en contrepartie, je dois faire quelque chose. Ah oui, c'est ça. Je dois contribuer. Ah, des femmes battantes, on le sent. Comme vous disiez, Nathalie, des femmes qui s'engagent. Pierre Swanbrot, une réaction? Bah oui, parce qu'en écoutant ça, je me dis, oui, vraiment, tout n'est pas perdu, parce que je pense que c'est ça qu'il faut, qu'il y ait une nouvelle génération, en fait, de politiques qui s'investissent dans ce pays, parce que j'ai été, on a beaucoup parlé avec Diego, complètement impressionné par une société civile qui, je le disais en début d'émission, est encore 10 ans après quand même en effervescence, et je ne comprends pas comment, avec une telle société civile en effervescence depuis maintenant 10 ans, elle tient quand même le coup malgré les difficultés, on est dans ce pays une offre politique aussi peu convaincante. Et je pèse mes mots, c'est gentil ce que je dis là, parce que vraiment, depuis 10 ans, les politiques ont montré peu de choses, tout partis confondus d'ailleurs, ont montré vraiment peu de choses. Il y a eu des aventures complètement rocambolesques, des publicitaires qui se sont payés un parti, ni plus ni moins. Et donc tout ça a créé vraiment beaucoup d'incertitudes et d'instabilité. Et quand on entend ça, on se dit, tiens, en fait, peut-être que ça va venir, peut-être que c'est juste encore trop tôt. On a rencontré Sana Derwish, qui est une psychiatre qui est spécialisée en addictologie. À la fin de l'interview, on lui demandait quels étaient ses espoirs pour la Tunisie, et elle dit, c'est clairement un espoir à long terme. Elle parlait de 20 ou 30 ans, je pense, Diego, Nathalie, oui. Corrigez-moi si je me trompe. Oui, 30 ans. Donc 30 ans, c'est dire que voilà. Il va falloir tenir le coup et ne pas s'essouffler. Mais le changement passera par les femmes, il semblerait. Nathalie, vous vouliez aussi pointer un deuxième témoignage, Sadia Mosba. Oui, ça c'est une autre génération. Sadia, elle a 62 ans. C'est une ancienne hôtesse de l'air qui est à la pension. Elle a créé avec d'autres jeunes une association qui s'appelle Mnemti.
là aussi j'écorche un petit peu. Ça veut dire en dialecte tunisien mon rêve. Mais quand vous dites mon rêve, c'est déjà le vôtre, m'a-t-elle souligné. C'est donc un rêve qu'elle veut partager et en disant vous en faites ce que vous voulez. Et c'est quoi son rêve? C'est travailler la société pour déconstruire tous les stéréotypes et préjugés anti-noirs qui existent en Tunisie. Et ils sont coriaces. Place à Sadia, et qui ne mâche pas ses mots. Je suis une citoyenne tunisienne. Et je suis citoyenne à part entière depuis octobre 2018. Quand je dis octobre 2018, ce n'est pas que je n'ai pas de nationalité. Non, je n'ai qu'une seule nationalité, je suis tunisienne. Mais jusque-là, la nouvelle naissance, pour moi, c'est la naissance de cette loi contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Donc là, je me suis sentie réellement égale à toutes les Tunisiennes et à tous les Tunisiens. Parce que quand je vais au poste de police, au moins, je saurais leur dire « je suis venue et sur la base de cette loi que je porte plainte ». Chose que je ne pouvais pas faire avant, toutes les plaintes sont parties comme ça. La loi 50 est une loi contre le racisme, toutes les formes de discrimination raciale en Tunisie. On avait commencé le plaidoyer en 2013 pour cette loi et on a fini justement par la voter en 2018. C'est une toute petite loi, hein. C'est une toute petite loi qui reconnaît le statut de victime à la personne agressée, ce qui est très important, parce que dans le statut de victime, bien évidemment, il y a d'autres choses qui suivent. Il y a la prise en charge, qu'elle soit psychologique ou autre, que l'État, normalement, devrait pouvoir prendre en charge. Mais là, bon, c'est encore un autre volet, parce que l'État est encore dans le déni. On dirait qu'il voulait faire plaisir à quelqu'un. En fait, pourquoi est-ce qu'elle se présente comme tunisienne ? Je le sais qu'elle est tunisienne, mais c'est parce que en Tunisie, être noir, c'est être uniquement des descendants d'esclaves. Ça veut dire qu'on ne peut pas être considéré comme autochtone. Et elle m'a expliqué qu'on lui souhaite parfois la bienvenue, malgré qu'elle parle le tunisien sans accent. Elle est chez elle et des Tunisiens lui disent « Ah, bienvenue ». Donc voilà, ça en dit long, quoi. Et le racisme, c'est un fléau moral, mais c'est aussi un problème structurel. Et l'État a sa responsabilité pour commencer à déconstruire tous ces préjugés, mais on n'en est vraiment nulle part. C'est pour ça que même son association, qui est la seule dans tout le pays à travailler sur le racisme anti-noir, eh bien, elle a beaucoup de choses à faire. Elle est en train de préparer la publication d'une étude, la seule qui existe aussi, sur le vécu noir. Ils ont recueilli le témoignage de 250 personnes à travers toute la Tunisie, en posant notamment la question « Qu'est-ce qu'être noir ? Est-ce qu'il existe une conscience noire ?» Et ils ont trouvé très vite que non, il n'y avait pas de conscience noire, il n'y avait pas de base communautaire solidaire, il n'y avait pas non plus de transmission de cette histoire de l'esclavage. Il existe encore des grands-parents qui ont plus de 90 ans, qui n'ont pas transmis à leurs petits-enfants qu'ils étaient eux-mêmes esclaves, parce qu'il y a une sorte de honte et une envie aussi de se fondre dans la société. Alors avant de poursuivre avec un peu de musique, Nathalie, pour clore cette parenthèse femme, où il y aura encore des choses à dire, beaucoup évidemment, les femmes, on sent... En Tunisie, on le sent, elles veulent jouer ce rôle, mais quelle place est-ce qu'on leur laisse dans cette société aujourd'hui ? Est-ce que les hommes font un peu de place pour que ces femmes se lèvent ? Je suppose qu'ils ne vont plus avoir le choix, ça c'est clair, mais d'après les témoignages recueillis, elles doivent se battre pour avoir leur place. Par exemple, dans l'univers politique qui baigne dans un jargon bien particulier, toutes elles m'ont raconté, quand elles sont arrivées là-dedans, elles ne comprenaient rien, je pige rien, alors que, bon, elles sont diplômées toutes, mais il n'y a personne parmi les hommes qui ont dit « Attends, je vais t'expliquer ». Donc, et leur première réaction à dire j'ai pas ma place ici, a été de dire j'ai pas ma place ici. Or, bien sûr que oui, elles ont la place. Il suffit qu'on leur donne les clés pour décoder. Et donc, on ne leur donne pas, mais elles les prennent.
Voilà, elles le prendront à l'avenir. À présent, pour clore peut-être cette émission, Pierre, vous nous proposiez un brin de musique, un son, comme disent les jeunes, un morceau de rap tunisien du rappeur Matsi. Et d'ailleurs, il y a un clip à voir sur YouTube avec la danseuse Sandos que vous avez rencontrée, qui évoque la question des frontières. Et ça, je sais que Diego, c'est une question qui l'interpelle particulièrement, celle des frontières et des visas, une sorte d'hymne à la liberté de circulation, une liberté dont seuls profitent aujourd'hui les Occidentaux. On écoute et puis on revient avec vous, Diego. هويت شبك الدار وندلكاني شمست عليك البلار مليحة في ليلة هواس خاني صار صدقي سن بلار بتبسي باللطقة وطربقت بابك الدار وخرجت والربع شديت ومشي كانوا ما الجميع ونقل وشكيت بلا سحقل نكركش كاير خنار وشفايفي في الطمطم نشبها بشبيت وتربقت لي نتربقت بيت باب هالبيت وزرزقت المقطر تربقت باب المطار تبعوا لي المطبوعة وقفوني على كل بلار وفركسني المقطوعة مع بعضها بكل تصفيق حار يمي على تبارك الله عامل لي معاملة كبار وتكة على المرفوعة يانا نز دم وسكرني على كفي دون زف يدي زف بين البيرو بكرامة خلت لقيت تصفيق حار كف حار صب حار وفوق تسوك حار بالسخطة للصانع وقتهم. Voilà, cette question de circulation, Diego Dumont, elle vous interpelle évidemment particulièrement. Pourquoi ? Dans tous les témoignages qu'on a pu avoir en Tunisie, ils parlent d'une prison à ciel ouvert. Ils se sentent vraiment dans une prison à ciel ouvert. Ils ne peuvent pas partir. Légalement, ça leur prend des plombes, ça coûte un pognon bête et ils n'ont pas de résultat. Donc, ils restent la façon illégale pour partir. Et on a eu l'occasion de rencontrer des jeunes dans une présentation du film Vnou, une courte version. C'était un peu improvisé, mais c'était très bien. Et puis, il y a eu un débat là-dessus, évidemment. Et on se rend compte que c'est dans leur conversation de tous les jours. Il y avait une trentaine de jeunes là, de 13 ans à 25 ans, 26 ans. La façon dont ils en parlaient, c'était évident qu'ils en parlaient tous les jours entre eux. Est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on va pas partir ? Exactement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui va partir ? Est-ce que tu vas partir ? Est-ce que je vais partir ? Et on le sent dans le débat, on l'a senti, c'est vraiment la question. Comme nous, on parle d'aller faire nos courses, c'est incroyable, je trouve, j'ai vraiment été frappé par ça. Et un des jeunes, après la projection, nous a posé un peu la question piège, la question que j'attendais avec angoisse, c'est de dire, mais est-ce que vous encouragez ou vous découragez, vous, avec les actions que vous faites en Europe, est-ce que vous nous encouragez à partir ou pas ? Et là, c'est un peu piégeant, évidemment. Et on a essayé un peu de déconstruire le mythe aussi. Mais d'abord, qui sommes-nous pour dire est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Parce qu'on n'est pas dans la réalité. Venez ou ne venez pas, bien sûr. Mais en même temps, au cours de ces débats, là, il y avait de nouveau des femmes, Nathalie sera d'accord avec moi, et des jeunes filles qui, elles, étaient plutôt battantes pour dire non, on va se battre ici en Tunisie, Et les gars étaient plutôt du style oui, mais on s'est battu, et moi, si je veux me marier, si je veux avoir une maison, je dois avoir de l'argent. Et donc, on est vraiment dans une... Mais ils en parlent, en tout cas c'est déjà bien, ils en parlent. Il faut rappeler, Diego, je resitue un peu, que sur toutes ces personnes qui embarquent sur les bateaux vers Lampedusa, depuis la Tunisie, il n'y a pas que des Syriens, des Afghans, il y a beaucoup de Tunisiens et de plus en plus en fait. On l'ignore un peu, en Tunisie on met un petit peu un voile sur cette réalité-là et ici aussi j'ai l'impression. Tout à fait, il y a beaucoup de Tunisiens et tous les témoignages qu'on a eus, c'est que la population tunisienne change. Avant, il n'y avait que des jeunes garçons qui partaient. Et là, maintenant, c'est des femmes, des familles, des enfants. Et là, depuis quelques années, et Pierre ne contredira pas, je crois que c'est vraiment un symptôme aussi, c'est que c'est des familles qui partent maintenant, tellement l'horizon a l'air un peu bouché. Et puis, il y a des drames, évidemment, on le sait. Vous avez rencontré Chamseddine, qui lui a créé quelque chose de terrible, mais de beau à la fois. Alors, Chamseddine, sans doute le témoignage le plus prégnant qu'on ait vécu en Tunisie, c'est un monsieur qui a une 60aine d'années et qui, en 2003, a révolté parce qu'on faisait des corps qui arrivaient sur les plages de Zarzis, parce que c'est un golfe, et donc qu'il part de Libye ou du nord de la Tunisie, tous les corps reviennent dans cette région-là, à cause des courants. Et... en fait, on les met à la poubelle, en gros, c'était juste ça. Et lui a décidé de leur faire une sépulture digne. Et donc, on a pu aller visiter ce cimetière, qui a commencé en 2003-2004.
Mais il faut savoir quand même que c'est un bout de terrain que la commune, la mairie lui a concédé dans une décharge. Donc quand on va sur place, effectivement, c'est beau de voir qu'il y a des sépultures, mais en même temps, c'est à côté d'une décharge. Et que depuis maintenant quelques années, la mairie a grillagé ce cimetière. Même Chamseddine ne peut plus y aller. Et la réflexion, c'est de dire, même mort, ces migrants font peur à tout le monde. Et donc on a dû continuer à les mettre en prison. C'est vraiment un grillage avec une porte fermée à clé. Chamseddine ne sait plus aller nettoyer les tombes. Et c'est vraiment très très dur comme témoignage, mais il ne fait pas que s'occuper des morts, il s'occupe évidemment des vivants. Et là, ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'il correspondait à l'action que nous on a menée avec la plateforme. Il est dans le même trip. Votre homologue tunisien. Vous travaillez, votre homologue Vraiment, tunisien. J'ai senti très très proche des valeurs qu'on avait et qu'on a encore évidemment. Donc c'était très très émouvant, mais avec un environnement tout à fait différent. La Tunisie et le sud tunisien est pauvre, et donc c'est aider des malheureux dans le malheur général. Et donc voilà, donc j'espère que ça aboutira un jour sur une coopération possible, mais c'est des contextes quand même très différents. On a un son ? On a le son de Chamseddine, absolument. On écoute Chamseddine ? On écoute Chamseddine. On a donné la dignité pour ces personnes, mais l'évolution pour les vivants, il n'y a pas grande chose. De plus en plus pire, parce que, comment dirais-je, maintenant les subsahariens, par exemple en Tunisie, ils vivent pas dans le luxe. Hein. Ils sont malheureux. Hein. Parfois, ils ne trouvent pas, surtout Corona, il n'y a pas beaucoup de travail. Ils n'arrivent pas à payer l'électricité, l'eau et le logement. Est-ce que les départs ont diminué ? Les départs, non, ils ne diminuent pas les départs. Parce qu'il y a toujours des nouveaux qui viennent sur la Libye, qui veulent partir. Et après, ils sont en panne, ou bien c'est le naufrage, ou bien ils sont sauvés par des pêcheurs ou par le garde maritime et le militaire maritime de Tunis. Dernièrement, la France, elle a fait des banderoles. Welcome, réfugiés immigrants ukrainiens. Est-ce que les Irakiens, les Syriens, ils ne sont pas des immigrants? Les subsahariens, c'est ça, tu trouves un peu de racisme. Ou parfois trop de racisme, parce que si soyez le bienvenu, les Ukrainiens, on n'est pas contre, c'est un immigrant. Il faut égaliser la méthode pour tous les immigrants. On a beaucoup d'Européens qui nous soutiennent, le peuple européen qui nous soutient. On fait des manifestations contre, au lieu de protéger les frontières, il faut protéger l'humain et l'humanité. Voilà. Nathalie, Pierre, Diego, on le sent, hein, il est grand temps que les autorités tunisiennes et les leaders européens proposent une politique digne de ce nom, proposer une réponse aux défis que ça pose, parce qu'à mon avis, rien n'empêchera à l'avenir les rêveurs du monde, les laissés pour compte, de venir chercher une possibilité d'avenir chez nous. Mot de la fin pour les trois, à savoir que évidemment, vous allez nous apporter aussi un documentaire sur tout ce que vous avez filmé et rencontré là-bas. Et alors voilà, une minute de fin d'émission, mot de la fin de Diego, de Pierre, de Nathalie. Oui, moi ce dont je voulais témoigner, c'est vraiment cette espèce de faux transit dans lequel se trouvent les migrants qu'on a rencontrés là-bas. Ils sont dans une espèce d'impasse. Contrairement à ceux avec qui j'ai travaillé ici en Belgique, ils ont fini leur périple. Enfin, ils ont fini leur périple. En tout cas, ils sont vraiment à la toute fin. Peut-être certains veulent encore aller en Angleterre, mais en tout cas, ils sont parvenus. La situation reste compliquée pour eux, mais ils y sont parvenus. Là-bas, ils sont bloqués en Tunisie à la moitié de leur périple, sans pouvoir revenir dans leur pays d'origine pour des tas de raisons. Et sans pouvoir passer. Et cette espèce d'impossibilité à entrevoir un avenir est extrêmement, moi, m'a bouleversé. Et puis, on voit surtout l'impact pour la santé mentale de tous ces migrants. C'est vraiment terrible ce qu'on a pu voir là-bas. Rapidement, Nathalie et puis Diego. J'aimerais laisser le mot de la fin à une jeune qui s'appelle Freyel. Elle a 18 ans. Je l'ai rencontrée à la cité Ibn Khaldoun. Elle avait composé un poème, comme ça, le matin, sur l'immigration, en jouant sur 2 jeux de mots homonymes en arabe, que je ne vais pas vous dire, mais c'est un jeu de mots sur la douleur et l'immigration clandestine. C'est quasi les 2 mêmes mots qui sonnent pareil. Et ça m'avait vraiment marqué, ce rapprochement douleur et immigration clandestine. Très dur. Diego, douleur, immigration, puis espoir aussi.
Oui, mais malheureusement, je vais te dire que je ne suis pas optimiste. Ce serait mon mot à moi de mes 10 jours. Voilà, il va falloir de grandes décisions des politiques et puis continuer vos actions, vous, parce que voilà, heureusement, vous êtes là et des gens comme vous, Diego, sont aussi là pour aider et croire en cet espoir et soutenir ces Tunisiens. Merci à tous. On verra votre documentaire quand, Pierre ? Vers le 15 mai. Vers le 15 mai. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, ce soir, et merci à tous nos auditeurs d'avoir fait le choix de nous suivre. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci.